Alain Minc déchiffré par Gaël Atlan. Alain Minc, vous l'homme d'influence, pouvez-vous être résumé en quelques chiffres? Difficile en effet de vous saisir de par vos nombreuses casquettes. 4 en tout, essayiste, économiste, conseiller politique et chef d'entreprise. La vie est suffisamment courte pour qu'on en ait plusieurs à la fois. Vous avez été et continuez de l'être l'apôtre du libéralisme, un libéralisme de gauche dont vous vous réclamez. Le libéral de droite, on commence par là, croit que le marché est le meilleur moyen d'obtenir un optimum économique. Le libéral de gauche, donc moi, croit que le marché peut être un moyen assez brutal de changer la société. Je veux être un homme heureux. Vous avez incarné le mondialisme heureux. Les épargnants profitent incroyablement de la hausse de la bourse et enfin les consommateurs sont les vainqueurs de tout cela. Vous défendez l'identité heureuse. J'ai dédicacé mon livre à Nicolas Sarkozy avec une dédicace que je peux vous dire. Je lui ai mis d'un Français de tant de souches au petit Français de sang mêlé de 2007. Vous êtes un Européen heureux, des notions qui ne sonnent pas toujours justes aujourd'hui et qui vous classent parmi les hommes du passé chez certains de vos contradicteurs. Vous évoquez des échanges qu'on a pu avoir quand j'avais 28 ans. Nous sommes 14 ans plus tard. Vous n'avez pas vu la France changer autour de vous? Vous n'avez pas vu le terrorisme monter? Vous n'avez pas vu les problématiques de l'intégration se durcir? C'est en 1978 que le public vous découvre. Vous leur parlez alors du monde de demain. Le jour où la télématique nous atteindra chez nous, ce sera à l'aide d'un téléphone à touche. Le clavier à touche sera le moyen d'accès à l'extérieur. Le téléviseur nous servira à recevoir des images. Ce sera en fait un écran. Et entre les deux, il y aura une sorte de petit ordinateur. Plus tangible en revanche sont vos analyses et prévisions politiques selon vos adversaires. Rarement on s'est systématiquement trompé qu'Alain Minc. Le mec, il a dit qu'il n'y aurait pas de crise, il a dit que c'était purement artificiel, il a dit, il a eu faux sur tout. Il faut dire que vous avez souvent misé sur le mauvais cheval. De 1995 à 2017, vous avez tour à tour soutenu Édouard Balladur, puis Lionel Jospin face à Jacques Chirac. Minc a été plus longtemps conseiller de M. Balladur, qui est plus proche de vous encore qu'on ne sait pas très bien. Non, il a annoncé qu'il votait pour moi. Il est libre comme citoyen quand même. Il n'est pas du tout, mon conseiller. Je vous le laisse. Vous portez bonheur à Nicolas Sarkozy en 2007, mais pas en 2012. Soutenez Alain Juppé à la primaire de la droite. J'ai pris parti pour Alain Juppé en janvier 2015. Donc pas à l'époque où les sondages fabriquaient des enthousiasmes. Et annoncez la victoire d'Hillary Clinton face à Donald Trump. 40 ans sur la scène médiatique, visiteur du soir et chef d'entreprise, pur produit de l'élite et de la génération post-68, vous publiez votre dernier ouvrage dans lequel vous mettez notamment à l'index ceux que vous qualifiez de populistes, au premier rang desquels, selon vous, Jean-Luc Mélenchon. Et vous avez... Soyez sérieux, monsieur. Mais moi, n'écrivez pas les contes de Disney, là. Entre vous, deux mondes s'opposent. Reste à savoir désormais lequel appartient au dessin animé. Voici Alain Minc et Manuel Bompard. Bonsoir monsieur. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Alain Minc. Vous êtes né à Paris. Vous êtes conseiller politique, économiste, essayiste, dirigeant d'entreprise. On va débattre ensemble du populisme auquel vous consacrez quelques pages dans votre humble cavalcade dans un monde moderne chez Grasset. Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Vous êtes né à Firminy dans la Loire. Vous êtes ingénieur et docteur en mathématiques. Vous êtes secrétaire général du parti de gauche. Vous avez été directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon aux dernières présidentielles et on vous prête un grand destin national. Bonsoir Éric Nolot. Vous êtes né à Baden-Baden. Oui. Et... Ça, c'est déjà. Pour ça, je me répète souvent. Et comme Manuel Bompard, vous avez lu le livre d'Alain Minc. Voici votre apostrophe.
Mon cher Alain Minc, votre nouvel essai s'intitule « Une humble cavalcade dans le monde de demain ». Alors nous savions certes déjà que la prospective au triple galop faisait partie de vos dadas, mais vous n'aviez encore jamais à notre connaissance pratiqué l'humilité dont acte le nouveau monde réserve décidément bien des surprises et parfois de taille. Alors pour des raisons de clarté, Anaïs l'a dit, je ne retiendrai ici de votre exercice d'hygiène intellectuelle, ainsi le définissez-vous, que ce qui se rapporte au thème de notre débat, à savoir ce que vous qualifiez de populisme en général et du cas de Jean-Luc Mélenchon en particulier. Alors du populisme, vous commencez par expliquer que son expansion était en germe dès 2004, date de parution d'un autre de vos essais, Ce monde qui vient, et ne saurait donc vous étonner. Ce qui ne vous empêche pas d'exprimer une certaine surprise quant à l'âge de ses capitaines, je vous cite, Sanders, Corbyn, Mélenchon, autant d'idoles paradoxales de la jeunesse, à laquelle il parle de révolte, d'injustice, de progrès sociaux avec les mots d'hier. Alors immédiatement après la phrase que je viens de citer, débuta ce qui reste l'une de mes plus étranges et récentes expériences de lecture. En page 12, je tombais sur, c'est donc vous qui écrivez, « Le capitalisme est une machine qui pratique de l'efficacité et de l'inégalité. Quand emporté par la mondialisation, la révolution technologique et les libres mouvements de capitaux, il tourne à pleine vitesse, il produit encore plus d'efficacité et d'inégalité. Tiens, me dis-je, abusé par la proximité alphabétique des auteurs, j'ai dû prendre un essai de Mélenchon à la place d'un essai de Minc. Vérification faite, il n'en était rien. La phrase était bien de vous. 3 pages plus loin, me vint sous les yeux, si les inégalités matérielles étaient compensées par un accès de plus en plus égal à l'éducation et au savoir, la société serait moins déséquilibrée. Tiens, me dis-je, des vacances me feraient décidément du bien. J'ai confondu Minc et Bourdieu dans ma bibliothèque. Vérification faite, il n'en était rien non plus. La phrase était aussi de vous, Alain Minc. En page 21, nouveau sujet d'étonnement et donc nouvelle citation. Il existait en fait une troisième France qui se sentait oubliée et qui ne trouve d'exutoire à ses frustrations que dans le bulletin de vote. Bon, Maugréage in petto, Christophe Guy, lui, commence un peu à radoter. Et non, vérification faite, la phrase n'était pas de lui, mais encore de vous. Alors sur tous les thèmes cités, de même que sur l'ubérisation de la société ou sur les salaires excessifs des patrons, vous validez ainsi la plupart des diagnostics émis par les populismes de droite et de gauche, même si bien sûr vous refusez vigoureusement leurs remèdes et dénoncez à la fois leur absence de solutions plausibles et leur méconnaissance de l'environnement économique. J'attendais donc avec impatience que vous entriez dans le vif du sujet et c'est ce que vous faites dans le chapitre 5 où vous dévoilez plus clairement votre pensée, crainte et espoir mêlés. Alors votre principale crainte au regard du populisme pourrait prendre la forme d'un pastiche de la première phrase du manifeste du Parti communiste de Karl Marx, je dis bien, un spectre hante l'Europe, le spectre de l'illibéralisme. Vous voyez partout monter la tentation d'une société illibérale, de l'Espagne à la Finlande, en passant par la Grande-Bretagne, la France, la Pologne et la Hongrie. Et partout, vous lui attribuez les mêmes ressorts, haine des élites, fantasme du peuple, peur, ressentiment et sentiment d'abandon. Il y a même un cauchemar qui vous vient, page 97, une fusion des extrêmes, l'union des bataillons d'électeurs d'extrême droite et des bataillons d'électeurs d'extrême gauche qui marcheraient ensemble à l'assaut du palais d'hiver, enfin le palais de l'Élysée. Heureusement, vous avez la solution. Vous entendez opposer au populisme des extrêmes un populisme mainstream, c'est ça l'invention du livre, entendu comme une démarche populiste au service de la défense de la démocratie libérale et européenne, ainsi que l'économie sociale de marché. Telle est pour vous la condition pour que perdure le miracle macronien survenu en juin dernier. Telle est pour vous la condition pour que tout change afin que rien ne change, comme disait Tancrède dans Le Guépard, une formule qui aurait pu servir de titre à votre livre, et d'emblème à votre pensée. Alors, évidemment, vous pouvez répondre à tout ce que je viens de dire, mais je voudrais d'abord vous poser une première question, c'est que dans votre livre, vous ne faites pas vraiment la distinction entre les populistes. Vous avez un peu tendance à les mettre tous dans le même sac. Je voudrais que vous définissiez, et que vous répondiez évidemment par la même occasion à ce que je viens de dire, la singularité du populisme mélenchonien selon vous, ou mélenchoniste. Je vais d'abord vous répondre. D'abord la définition du populisme. Non, mais attendez. Si je peux me permettre. Ne faites pas du Zemmour tout de suite. Calme. Non, parce que je croyais qu'il allait dire définition du populisme, et en particulier mélenchonien. En plus, ce que j'allais dire, à mon avis, pourrait vous interpeller. Donc, très bien. Alors, excusez-moi. C'était une confidence que je faisais à mon interlocuteur, qui était évidemment que s'il y avait eu un deuxième tour Mélenchon-Le Pen, j'aurais bien sûr voté des deux mains Mélenchon. C'est intéressant. C'est intéressant, peut-être. Donc c'est une réponse à la question. C'est une première manière, une réponse à la clérique. Non, mais je vais continuer par une autre comparaison. Comparaison n'est pas raison. Pourquoi je n'ai jamais été d'accord
avec l'analogie de François Furet entre le communisme et le nazisme. Pour une raison tout à fait simple. Les communistes étaient individuellement des gens bien, entraînés dans une dérive collective. Je ne crois pas qu'il n'y avait des nazis bien, individuellement. Ah, vous allez m'expliquer. Je crois que c'est une immense différence. Immense différence. Et donc, on va en parler. Non, mais ça va. Vous n'êtes pas obligé de l'individualisme. Vous allez prendre, il y a des types bien partout. Mais il y a des types bien partout, ça que je veux dire. Non, mais attendez, moi je ne suis pas d'accord. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens que je respecte, avec un désaccord total dans les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Je ne crois pas respecter quelqu'un. C'est intéressant, ça. Mais je vous le dis, ne prenez pas ce regard furieux. Arrêtez de faire le compagnon de route des Le Pen. Oh non. Écoutez, si vous saviez, je ne crois pas qu'on puisse voter. Vous savez qu'elle m'en veut beaucoup plus à moi qu'à vous, Marine Le Pen. Ça, je pense, oui. Oui, vous l'avez fait perdre. Oh oui, vachement. Oui. Je crois quand même qu'il y a une espèce de méchanceté dans un vote d'extrême droite qu'il n'y a pas dans un vote d'extrême gauche. Une fois qu'on a dit ça, il y a toujours quand même, et il y a toujours eu dans l'histoire, des passages de l'extrême gauche à l'extrême droite. Dans les années 30, c'était le cas. Donc je ne crois pas du tout à l'agrégation des dirigeants, mais je pense qu'un électeur d'un vote de refus d'extrême gauche peut passer à un vote de refus d'extrême droite et vice-versa. Mais arrêtez de me regarder comme un primat. Non, pas du tout, je ne regarde pas comme un primat. Mais Alain, vous faites une réponse psychologique. Merci. D'un côté, il y a des gens gentils, de l'autre, méchants. Oui, mais je vous demande, sur la base de la situation actuelle, ce qui pour vous distingue les populistes que vous mettez un peu tous dans le même sac. C'est très simple, et je l'ai dit dans ma première phrase. Pourquoi aurais-je voté Mélenchon et pas Le Pen? Parce que je pense que Mélenchon est un républicain. Et que je ne pense pas... Et Le Pen, non. Elle n'a pas la conception... Elle est illibérale. Elle a la même conception de la... Mais arrêtez de faire... comme ça. C'est un mot qu'elle ne comprend pas. Non, mais elle comprend... Oui, ça c'est probable. Mais je pense qu'elle n'a pas la même vision. Mélenchon n'aurait pas touché aux institutions. Il aurait foutu l'économie en l'air. Bon, ça c'est autre chose. Justement, c'est là que vous intervenez, Manuel Bompard. Oui, bon, moi j'ai lu le livre aussi avec beaucoup d'attention et avec intérêt, sincèrement. Je trouve que du point de vue des questions qui sont posées comme étant finalement les grandes questions qui sont posées au monde, je partage un certain nombre de l'analyse. Après, comme l'a dit monsieur Nolot à l'instant, quand on arrive à la question des solutions qui sont apportées, ça vous surprendra pas que, bien évidemment, je partage pas ce qu'il y a dans le livre, mais surtout, j'ai été frappé par le fait qu'il y a beaucoup de lucidité, je trouve, sur l'identification des problèmes auxquels est confronté le monde. Et quand on arrive à la question des solutions, j'ai vu beaucoup de caricatures, et même, excusez-moi du terme, un petit peu d'aveuglement. En réalité, de la caricature, vous l'avez dit, parce que on met tous les populismes, les extrémismes dans le même sac, sans forcément les distinguer les uns par rapport aux autres. Et puis de l'aveuglement aussi, parce que j'ai le sentiment que vous n'avez pas identifié que c'est en réalité les politiques que vous soutenez depuis 20 ans, même davantage encore, qui sont en réalité les solutions extrêmes. C'est celles qui sont en train de nous amener dans le mur. Elles sont en train de nous amener dans le mur sur la question écologique, parce que la question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir si demain, après-demain, dans 100 ans, il y aura un écosystème dans lequel la vie humaine est possible. C'est en train de nous amener dans le mur dans la question sociale, parce que jamais les inégalités dans notre pays ont été aussi grandes, et tout le monde sait que cette situation-là n'est pas tenable. C'est en train de nous amener dans le mur sur la question européenne, parce que cette construction européenne est en train de détruire l'Europe, qui est pourtant une belle idée. Et donc j'ai l'impression, voilà, je m'arrête là-dessus, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le cercle de la raison que vous avez théorisé il y a une vingtaine d'années, est-ce que finalement, après quelques années, n'est pas devenu le cercle de la déraison? Et est-ce que la politique que vous êtes en train de soutenir, elle nous amène pas finalement dans le mur? Est-ce que vous considérez qu'il y a beaucoup de points communs, on appartient à un même univers, entre par exemple la France et les pays scandinaves? Même culture, même univers mental, etc. Dans les pays scandinaves, qui vivent en économie capitaliste au moins autant que nous, qui sont exposés à la mondialisation 2 fois plus que nous, c'est-à-dire que nous, notre part de notre produit intérieur lié aux échanges internationaux, c'est une vingtaine de %. Dans les pays scandinaves, comme en Allemagne, c'est 40%. Donc vraiment une présence lourde de la mondialisation. Vous n'avez pas de chômage, quasiment pas de chômage. Vous avez, pour vous qui avez une vocation écolo, un respect de la nature tout à fait avancé. Vous avez un système éducatif qui fonctionne bien, où les inégalités sont bien moindres que chez nous. Et la Finlande, dans les classements PISA, que comme universitaire vous connaissez, est tout en haut, alors que nous sommes tout en bas.
Donc le système d'économie de marché libéral, européen, capitaliste peut produire des sociétés relativement harmonieuses. Et je vais vous en donner un exemple par rapport à nous. Je pense, et je le dis dans le bouquin, M. Nolot a cité le passage, qu'en effet, le système capitaliste fabrique de l'inégalité économique, monétaire. C'est une évidence. Alors après, on peut essayer de les corriger plus ou moins. Vous dites que c'est une fatalité dans le livre, d'ailleurs. Oui, oui, c'est une fatalité. Après, vous pouvez avoir un système de redistribution qui élimine ces inégalités. Les inégalités culturelles, les inégalités qui font que l'ascenseur social fonctionne moins bien que quand j'étais étudiant et manifestant en 68. Elles ne sont pas liées à la mondialisation, puisqu'il y a des pays qui y échappent. Mais elles sont liées à nous-mêmes. Elles sont liées, vous qui êtes dans le monde universitaire, vous le savez très bien, à la façon complètement folle dont on a géré le système éducatif, entre d'un côté un monde hyper élitiste à travers les grandes écoles qui donne au pays les dirigeants dont il a besoin, et de l'autre côté, une université sans sélection, sans orientation, et qui aboutit à fabriquer, au bout d'un an ou 2 ans, des masses de chômeurs. Bon, ça, c'est pas le système capitaliste. Donc n'en voulez pas au système capitaliste de ce qui sont nos propres vices. Alors, j'ai lu aussi ce passage dans le livre qui m'a frappé par le fait que vous mettez d'un côté les inégalités sociales et de l'autre côté les inégalités éducatives sans considérer à un moment qu'il puisse y avoir des parallèles entre les deux. Or, les parallèles entre les deux, ils sont établis. Toutes les études qui montrent, par exemple, que si vous n'êtes pas, quand vous êtes à l'école primaire, dans une chambre seule, et si vous êtes obligé, je prends cet exemple-là, de partager votre chambre avec d'autres enfants, si vous êtes dans une situation sociale complexe, votre taux d'échec à l'école est beaucoup plus fort. Oui, donc vous ne pouvez pas... toutes les études... Attendez. Quand on accole le terme de populisme à Jean-Luc Mélenchon, ça vous fait de la peine? Ça vous inspire quoi? Ça vous... Non, ça me fait pas forcément de la peine. Tout dépend ce qu'on appelle le populisme. Justement. Moi, j'ai pas de problème pour revendiquer le terme de populisme. Moi, je vous donne ma définition du populisme. Pour moi, le populisme, c'est délimiter une frontière pour construire un antagonisme dans la société entre un eux et un nous. Bon, et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec M. Mann quand il dit que M. Macron fait du populisme mainstream. C'est la définition de la politique. Eh ben, c'est la définition, pour moi, du populisme. En tout cas, c'est celle dans laquelle je me reconnais. Or, il n'y a aucun rapport entre le eux et le nous que construit, par exemple, Marine Le Pen, et le eux et le nous que va construire la France insoumise. Ça, vrai. Et quand M. Mann dit M. Macron fait du populisme mainstream, c'est une analyse que je partage, puisque M. Macron a installé un antagonisme entre, finalement, ceux qui ont envie de faire bouger le pays et ceux qui seraient conservateurs ou rétrogrades. Moi, j'aimerais revenir effectivement sur les mots, parce que tout à l'heure, M. Mann, c'est pour ça que j'opinais de la tête et je faisais des bruits bizarres. C'est parce que on vous pose une question historique et vous répondez de la psychologie. C'est indigne de vous. Il y a des gentils et des méchants. C'est pas l'histoire, ça. On s'en fout des gentils et des méchants. L'important, c'est ce qui se passe. Donc, je voudrais revenir au départ, parce que il y a une entourloupe sémantique dans votre livre qui est extraordinaire, en fait. Les mots ne veulent plus dire ce qu'ils veulent dire. Et c'est d'ailleurs la grande habileté depuis 30 ans. Et vous dites populisme. Et en fait, quand vous dites populisme, vous pensez démagogie. C'est ça que vous pensez. Or, le populisme, ce n'est pas la démagogie. Le populisme, c'est la tentative du peuple de retrouver sa capacité de peser sur l'histoire. Mais vous dites, le peuple, ça n'existe pas. Et vous dites, le discours populiste, c'est la haine des élites. Non, monsieur Minck, c'est la haine des élites pour le peuple. C'est Christopher Lasch, dès les années 70, qui a bien compris ça. C'est les élites qui haïssent le peuple. Ce n'est pas le peuple qui haïsse les élites. C'est les élites qui ont fait sécession. C'est les élites qui mettent leur argent ailleurs. Et c'est les élites qui conçoivent, qui pensent mondial quand le peuple pense national. Mais vous voyez, vous venez exactement, tenant un discours que je vous ai entendu tenir de nombreuses fois, aller mettre le doigt sur votre contradiction. Ah bon, allez-y. Mais oui, votre contradiction. Parce que votre contradiction, si les élites... Au référendum de 2005, où en effet les gens du cercle de la raison comme moi ont été battus, si les élites représentaient 45% du pays, si, vous l'avez dit... Pas du tout. Laissez-moi finir à mon tour. J'ai pas dit ça. Si vous avez dit le peuple contre les élites... J'ai pas parlé du référendum de 2005. Mais vous avez tous parlé du référendum de 2005. Non, pas moi, je suis désolé. En réalité, il y a autant... Vous pouvez pas... Vous en êtes au point de considérer que les gens... Je n'ai jamais dit que les 45% étaient les élites. Jamais. Alors...
Excusez-moi. Alors, ils étaient quoi? Aveuglés par les élites? Oui. Ils étaient quoi? Ils étaient endoctrinés, oui. Et de toute façon... Les 55 n'étaient pas endoctrinés parce qu'ils avaient la pulsion populaire et les 45 étaient endoctrinés. Je vous signale que je n'ai pas parlé du référendum européen et je n'ai pas parlé des 45% et je n'ai pas dit que c'était les élites. Donc, vous voyez, vous faites le ventriloque de ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ça. Moi, je vais continuer. Attendez, je vais continuer parce que c'est trop facile. Et vous nous dites... Donc je répète, ce n'est pas le peuple qui est les élites, contrairement à ce que vous dites. C'est les élites qui haïssent le peuple et c'est les élites qui ont détruit les nations. Et je fais un deuxième... Attendez, une deuxième entourloupe sémantique encore plus majeure. Vous nous dites, il y a une tentation aujourd'hui très forte de l'illibéralisme, ça veut dire le contraire du libéralisme, et vous nous expliquez que c'est ceux qui remettent en cause l'état de droit. Et vous nous dites, pour un démocrate, l'état de droit essentiel, c'est la démocratie, c'est que le pouvoir politique est sous le contrôle des normes de droit et donc du juge. Et vous étendez d'ailleurs ça très honnêtement aux banques centrales européennes, etc., et à la Commission, etc. Et là, encore une fois, vous renversez les mots. C'est-à-dire que la démocratie, normalement, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Attendez, je vous en prie, laissez-moi finir parce que c'est un peu compliqué. Non, mais je comprends. Hein, je sais que vous avez compris, mais pas les gens qui nous regardent. Je sais que vous avez compris. Or, l'état de droit, ce n'est pas ça. L'état de droit, c'est le contraire de la démocratie. C'est en vérité l'avènement d'une oligarchie judiciaire et financière qui gouverne le peuple et qui empêche le peuple de pouvoir vraiment s'exprimer à travers la politique et le suffrage universel. Et c'est ça que vous défendez. Vous défendez un système oligarchique et vous l'appelez démocratie. Bon, alors, on est en effet sur une distinction qui remonte à bien plus loin que nous. Vous êtes rousseauiste, un rousseauiste un peu tardif, absolument. Mais vous êtes rousseauiste. La volonté générale, absolument. Bon, et moi, je suis du côté Montesquieu. Oui. En effet. Et donc ça, c'est un clivage qui a existé profondément. Ce que je remarque simplement, c'est que quand il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs, la société est moins violente que quand il n'y a pas de pouvoir et de contre-pouvoir. Quand on a été confronté, en réalité, à des lames de fond qui ont atteint les libertés, c'est parce qu'on avait supprimé le côté Montesquieu. Monsieur Minck, est-ce que vous considérez que sous le général de Gaulle, et voire sous la Troisième République, on était en dictature? C'est une question. Non, mais attendez, pardon. Répondez à ma question. Non, est-ce que vous considérez qu'on était en dictature? Est-ce que vous considérez qu'on était en démocratie illibérale? Pardon, je reformulerai la question, je ne suis pas obligé de répondre dans vos termes. C'est normal, ça vous embête parce que vous êtes obligé de dire non. Pas du tout. C'était des démocraties illibérales selon vos critères. Les équilibres de pouvoir n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir sur le général de Gaulle. Pas comme aujourd'hui. D'ailleurs, il est tombé à cause d'une assemblée mais le référendum, non élue au suffrage universel. Non. Mais bien sûr que c'est le référendum qui l'a renversé. On peut revenir à l'époque actuelle. Non, mais parce que ça l'embête. Parce que ça l'embête. Qui l'a renversé, monsieur Cohen. Non, on est venu débattre de la situation. C'est fondamental parce que ça l'embête. Non, mais je voulais m'appuyer sur quelque chose que vous aviez dit parce que je trouve intéressant, mais quelque chose qui m'a. Vous venez de faire un. Je peux vous en prendre un. Non, mais moi, je n'ai pas de problème de dire que sur certains points, je peux être d'accord avec M. Zemmour et sur d'autres, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais non, parce que monsieur de droite. Mais oui, mais il y a des points communs, heureusement. Le point commun, c'est le peuple. On n'a pas la même définition. Par exemple, il y a quelque chose dans votre livre qui me pose vraiment problème. Mais ça dépend des sujets. Non, c'est pas vrai, ça dépend des sujets. Je pense que la question n'est pas vraiment de se positionner entre vous et lui. Une des choses qui m'embête un petit peu, c'est que vous dites qu'il y a une nécessité de contre-pouvoir. Bien sûr qu'il y a une nécessité de contre-pouvoir et personne ici a proposé. Et d'ailleurs, quand vous semblez dire que la France insoumise est contre l'état de droit, parce que vous le mettez dans le même sac que les autres mouvements que vous considérez comme étant du même type, mais c'est pas grave, c'est pas vraiment le sujet. Il y a quelque chose qui me pose une difficulté, c'est que bien sûr qu'il y a besoin de contre-pouvoir, mais vous pouvez pas étendre le contre-pouvoir, par exemple, jusqu'à la Commission européenne, en perdant de vue que la Commission européenne, ce n'est pas un contre-pouvoir, c'est un pouvoir au service d'une idéologie et qu'on a le droit de contester. Comme tous, et les juges aussi. Oui, mais les juges aussi. Non, mais moi je crois pas que la République soit un régime neutre par ailleurs, donc c'est normal qu'il y ait des contre-pouvoirs qui aient un contenu. Sauf que la Commission européenne, elle a un contenu, y compris économique. Pardonnez-moi, monsieur Bompard. Oui. Vous lui donnez des armes en lui parlant de contre-pouvoir. Ce n'est pas le contre-pouvoir. C'est la réalité du pouvoir. C'est bon, laissez parler votre petit frère. Laissez parler votre petit frère. Non, mais il y a quand même une distinction fondamentale. Moi, j'étais un peu sidéré par précisément la distinction que vous avez faite tout à l'heure entre le Front National d'un côté et Mélenchon de l'autre. Moi, je ne fais pas partie du cercle de la raison. J'ai été élevé dans un autre cercle, celui de la gauche antitotalitaire. Donc,
je sais ce que... C'est les mêmes. Hein. Non, mais je sais ce que ça peut donner dans l'autre sens. Et moi, je trouve que la distinction entre vous, alors je ne sais pas où vous vous situez, vous, monsieur Bompard, c'est que j'ai l'impression que dans la pensée, quand même, mélenchoniste, dans la pensée de la France insoumise, il y a en effet l'idée qu'il va falloir se passer des contre-pouvoirs dans un premier temps, qu'il va y avoir une phase au moins transitoire, révolutionnaire. D'ailleurs, votre parti, vis-à-vis de certaines dictatures, a une attitude très très ambiguë, de soutien, ou en tout cas voilà, de neutralité très bienveillante. Pas seulement le Venezuela, je pense. Voilà. Je ne vais pas aller trop loin, mais prenons le Venezuela comme exemple symbolique. Et j'ai l'impression que vraiment, en effet, vous êtes beaucoup plus du côté de Zemmour que de Mike, parce que vous, je parle de ça, vous collectif, vous pensez qu'il va falloir en passer par l'abolition partielle de l'état de droit pour imposer ce que vous voulez comme société. C'est la seule solution. Non, mais... Et ne dites pas non, c'est la seule solution. Oui, mais sinon on n'y arrivera pas. Et je vais essayer de vous rassurer. Je vais essayer de vous rassurer. Un des grands axes de notre programme, chaque année un pas plus loin, à l'élection présidentielle, c'est la constituante. La constituante, c'est quoi? C'est au contraire revivifier la démocratie, en considérant que notre démocratie aujourd'hui est malade, qu'il y a un certain nombre, une grande partie de la population, c'est d'ailleurs analysé dans votre livre, qui aujourd'hui se déconnecte et sort complètement du système politique, ne participe plus aux élections. Et nous, on considère au contraire que pour pouvoir avancer, il faut mettre le peuple en mouvement. Et mettre le peuple en mouvement, c'est en réinventant les institutions. Mais je trouve... Donc je ne crois pas qu'il faille à un moment où vous avez notre droit de... Moi, je trouve que votre reproche à la France insoumise est injuste, parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Désaccord total de ma part. Moi, attaché comme je suis aux institutions de la Ve République, mais ils ont dit on fera une assemblée constituante. C'est-à-dire qu'ils veulent changer les équilibres, mais ils acceptent une logique institutionnelle. Une assemblée au Venezuela. On va même le pousser. C'est aux antipodes de ce que dit Zemmour. Comment pouvez-vous dire que vous êtes fidèle aux institutions de la Ve République, alors que justement les institutions de la Ve République reposaient sur la centralisation du pouvoir et l'affaiblissement de tous les contre-pouvoirs. Excusez-moi, encore une fois, vous êtes dans l'oxymore permanent. Non, mais alors, évidemment, c'est énervant. Mais vous répondez à la main qui vous changez le sens des mots tout le temps. Ce que j'aime bien, parce que comme vous avez la gentillesse de m'inviter presque à chaque bouquin, une fois par an, j'ai mon thermomètre de zémourisation. Et ce qui me fait plaisir dans votre nervosité actuelle, c'est qu'il y a 2 ans, il y a 2 ans, vous aviez le vent dans les voiles. Vous confondez pas la vivacité avec la nervosité. Non, il y a 2 ans, vous aviez le vent dans les voiles, et là, on voit que vous avez le vent un peu contraire. Et ça, c'est la bonne Encore une fois, vous faites de la psychologie, c'est décevant. Non, mais je réfute votre argument. De me repousser dans le marxisme. Au lieu de régler vos comptes avec Zemmour, écoutez-moi. Je réfute votre argument. C'est pas parce qu'il y a une constituante que ça garantit un état de droit. Il y a des tas de démocratures actuelles qui ont des assemblées élues. C'est déjà mieux que ce qu'a dit quand même Zemmour, qui a dit qu'il était pour un coup de force. C'est la même chose. Un coup de force du peuple. C'est la même chose. La Ve République, c'est ça. C'est le référendum qui décide. Et c'est pas les juges. Vous restez avec nous, messieurs, vous restez avec nous. On se retrouve après la pub. On parlera printemps social. Hein, le printemps, Eric. Avec le cheminot Roger Dylan Seger et de la cacophonie à droite avec Roger Carucci. Mais pour l'instant, c'est la pub. Vous restez, messieurs. De retour sur le plateau de Zemmour et Nolo, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le mot dièse zen PPA. Une question, messieurs. Oui, vous avez été réveillés de votre sieste. Ouais. Alors, une question de Léa qui va s'adresser à un peu tout le monde sur le plateau. Aux Eric, dit-elle, mais on va vous la poser aussi. S'il ne devait rester qu'une station de radio, qu'un quotidien, qu'un hebdo, aucune chaîne de télé, quels seraient vos médias préférés? Bon, salutations et courage à Anaïs Bouton, c'est moi, merci. Donc, qu'est-ce qui vous informe? Donc, il ne reste plus qu'un média, il faut le choisir, c'est ça? Qu'est-ce qui vous informe? Vous, c'est le média? Manuel Bompard? Moi, je regrette que j'ai l'impression qu'on est surtout désinformé, en fait. Donc, c'est difficile de répondre à votre question. Vous rejoignez donc ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon dans sa tribune il y a 2 jours, une tribune assez violente, où il parle d'une haine juste, je crois, à l'égard des médias. Vous êtes d'accord avec ça? Non, mais moi je pense qu'il y a besoin de médias, parce que les 2 piliers de la République, finalement, l'éducation et les médias, ce qui vous permet de comprendre le monde et ce qui vous permet de comprendre les événements qui se déroulent. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les médias ne jouent pas leur rôle, clairement, et au contraire, ils sont au service d'une idéologie. On est en train de le voir, par exemple, puisque c'est le sujet sur la question de la grève des cheminots. Vous voyez le traitement médiatique de tout ça, et
se fait au service d'une idéologie. Moi, je trouve qu'il a raison. Moi, par exemple, je garde Le C'est Monde le par gros problème fidélité. des médias aujourd'hui. Non, je garde Le Monde, voilà ma réponse. Je garde Le Monde par fidélité. Écoutez, je lis ça tous les jours. J'ai pas l'impression que Le Monde soit un organe à charge ou même à décharge contre vous, contre Zemmour a l'impression. contre les Non, mais il a une idéologie, mais c'est... Ah non, mais l'idéologie, bien sûr. c'est une idéologie machienne. Le problème, c'est que les autres idéologies ne soient pas forcément présentes parmi les médias. Je l'ai réveillé de sa sieste aussi. Réveillez-moi de ma sieste. Bon, oui, je serais comme Nolo, je garderais Le Monde par la force des choses. Et la presse étrangère. Parce que divers, c'est de bonne qualité. Alors là, il nous fait son Raymond Barre à la sortie. Non, mais c'est vrai. Je garde la presse étrangère parce que c'est beaucoup Et alors, vous, c'est pas beaucoup mieux. vous, c'est Figaro. Mais attendez, je voudrais répondre sur le fond par rapport à la tribune de Jean-Luc Mélenchon. Je la trouve extrêmement injuste, parce que Jean-Luc Mélenchon a bénéficié autant que quiconque, et à certains moments plus que quiconque, du cirque médiatique. Le cirque médiatique, il suit l'opinion publique. Non. Et la semaine où les Français ont donné à travers les sondages l'impression que Mélenchon pouvait être au deuxième tour, il n'y avait pas d'idéologie qu'il mettait à bas. C'est pas vrai. Et je pense quand vous... Mais le Figaro, c'est normal. Au moins, le Figaro, c'est normal. Quand vous regardez l'attitude à l'égard de la potentielle grève des cheminots, du débat actuel, et si vous regardiez les journaux au moment de la grève de 95, ils n'étaient pas du tout sur la même ligne qu'ils sont aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils anticipent que l'opinion n'est pas sur la même ligne. Non, moi qui viens n'est pas celle de 95. Non, c'est faux. Encore une fois, entourloupe sémantique d'Alain Minc. En 95, tous les médias, et d'ailleurs toute l'Assemblée nationale, est unanime en faveur du plan Juppé. Avant que la grève ne commence. Merci. Avant que la grève ne commence. Eric, vous avez bien travaillé, c'est bien. Vous saviez qu'il allait arriver. C'est maintenant l'heure de la